Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie d'explication au sujet de l'autisme et des codes sociaux. Dans la première partie, on a tenté d'expliquer un petit peu le problème qui était posé, les difficultés que pouvait rencontrer une personne atteinte de troubles autistiques avec les codes sociaux, et puis on a à nouveau insisté sur le fait qu'il fallait absolument éviter d'interpréter cette façon d'être vis-à-vis d'un référentiel qui n'est pas celui de la personne autiste. Ici, on va essayer de poser la question de savoir si en fait la personne autiste peut apprendre les codes sociaux, à les détecter, à les comprendre et puis à les mettre en œuvre. Alors oui, effectivement, elle peut l'apprendre, mais comme bien souvent, pour d'autres sujets qu'on a déjà abordés et qu'on continuera à aborder, en fait, le sujet est un peu plus subtil et complexe qu'on pourrait l'imaginer. Elle peut l'apprendre. Cependant, il faut bien comprendre que, effectivement, comme on l'a expliqué, l'autisme étant en lien avec un neurodéveloppement, donc un développement neurologique du cerveau, cet apprentissage ne pourra n'avoir de sens et être efficace que si la personne autiste a atteint le niveau de développement en fait, neurologique qui va lui permettre d'assimiler un code social particulier avec tout le sens de ce code social. Si la personne autiste n'a pas atteint le niveau de développement neurologique suffisant, en fait, on va être dans du par cœur. Et le par cœur, en fait, ne va pas du tout être efficace puisque il va être dénué de sens, d'une part, et donc il va être dénué d'une capacité à appliquer, à mettre en œuvre le code social en question de façon la plus appropriée possible. Par exemple, si on prend le fait toujours simple, mais qui parle à tout le monde de dire bonjour, si on y réfléchit bien, dire bonjour, c'est quelque chose qui est en fait relativement complexe. On a déjà évoqué un peu le sujet dans la vidéo précédente, mais à qui doit-on dire bonjour? Doit-on dire bonjour à tout le monde? À qui doit-on absolument dire bonjour? À qui peut-on éviter de dire bonjour? Quand la personne autiste arrive dans un environnement où il y a énormément de monde, en réalité, c'est pas si simple que ça. Donc il y a tout un tas de situations, de variantes, qui en fait sont difficiles à assimiler, et il va falloir quand même avoir un niveau de développement suffisant pour pouvoir en assimiler suffisamment les codes, les subtilités, de façon à pouvoir les appliquer correctement. Sinon, ça sera toujours appliqué de façon inappropriée, ça tombera à plat, ça tombera comme un cheveu sur la soupe, ça peut arriver à tomber sur des situations absurdes en fait, où la personne autiste voudra bien faire, mais en fait, elle tombera à côté en fait, parce qu'elle mettra mal en œuvre le code qu'elle aura simplement appris par cœur. Alors, il faut aussi comprendre que cet apprentissage des codes sociaux ne pourra jamais être exhaustif. Il y en a une foultitude, tous avec toute la subtilité de variantes, et donc avec tout l'effort que peut faire la personne autiste pour les apprendre, il sera impossible pour elle de les apprendre de façon exhaustive. Donc il y aura toujours quelque chose qui est lacunaire à ce sujet-là. Et donc c'est pour ça aussi que, en fait, chaque personne autiste va avoir, comment dire, une condition qui lui est propre par rapport à ses codes sociaux. Chaque personne va avoir assimilé plus ou moins de codes en fonction des situations qu'elle aura rencontrées dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle en aura assimilé plus ou moins de variations, de variantes, de subtilités. Mais en aucun cas, ça ne sera un jour exhaustif pour aucune d'entre elles. Et puis, ensuite, il faut bien assimiler également que, comme c'est un apprentissage, et donc, qui dit apprentissage dit mise en œuvre, on va dire consciente, pensée, réfléchie, même si on arrive au bout d'un certain temps à atteindre un certain niveau, on va dire, d'automatisme, qui dit apprentissage, effort, dit parfois tout simplement pas envie. Quand vous faites quelque chose, parce que vous devez y penser, vous devez y réfléchir, et vous devez le faire de façon consciente, il faut bien imaginer qu'au vu du nombre de codes qu'il y a à mettre en œuvre dans une journée, quand vous multipliez les interactions avec des personnes dans une journée, vous multipliez le nombre de situations, au bout d'un moment, ça devient fatigant.
ça devient, on va dire, un peu oppressant de devoir penser à tout ça, de toujours devoir analyser les situations et identifier à quels codes sociaux ça correspond, à la fois dans ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit donner aux autres. Donc, il faut juste comprendre que des fois, ça peut tout simplement arriver à pas envie de mettre en œuvre ou trop fatigué ou trop saturé en fait au bout d'un certain temps et donc la mise en œuvre ne vient pas. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, je reviens encore là-dessus, mais il est extrêmement important de ne pas interpréter en fait cette façon d'être selon les habitudes d'un cerveau neurotypique. Là encore, je le répète, on est face à deux référentiels en fait qui sont différents et qui parfois ne se comprennent pas et chacun dans son référentiel est convaincu finalement qu'il est dans la normalité. Si on refait le parallèle avec une personne qui serait aveugle au sens de la vision, il viendra l'idée de personne en fait de juger cette personne dans le fait que d'une part elle ne perçoit pas donc avec ses yeux et il viendra l'idée de personne non plus de porter un jugement sur la façon dont cette personne va par exemple se comporter quand elle se déplace dans la rue avec sa canne, parce que de fait, comme elle est dans un référentiel sensoriel qui est différent, elle ne va pas s'insérer dans le trafic pédestre de la même façon, elle ne va pas se déplacer de la même façon, elle ne va pas avoir la même attitude. Elle est dans un référentiel qui est le sien, par contre, dans son référentiel, son attitude est normale. Par contre, vu d'un référentiel d'une personne qui voit, l'attitude de la personne non-voyante peut paraître différente, décalée, mais dans ce cas-là, on ne la juge pas parce qu'on comprend en fait la cécité dont elle est porteuse. Dans le cas des personnes autistes, comme on ne voit pas en fait la cécité sociale entre guillemets dont est porteuse la personne autiste, on va être amené à porter un jugement négatif sur sa façon d'être. Mais là encore, on est face à deux référentiels et la personne autiste, elle, dans son référentiel, en fait, elle se comporte de façon tout à fait sincère et normale et en fait, elle va finir par apprendre petit à petit qu'effectivement, il y a des référentiels un peu différents, elle va finir par assimiler, mais ça ne va pas être si simple que ça va prendre du temps et ça ne sera jamais exhaustif. D'ailleurs, si la personne autiste a du mal on va dire à offrir les codes sociaux ou à s'adapter aux codes sociaux du référentiel neurotypique et que ça peut être mal vécu par les personnes neurotypiques, l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que la personne à l'inverse, la personne autiste ne s'attend pas forcément à recevoir les codes sociaux neurotypiques. Elle ne s'attend pas forcément à ce qu'on dise bonjour, elle ne s'attend pas forcément à ce qu'on souhaite son anniversaire, elle ne s'attend pas forcément à ce qu'on lui passe un coup de fil pour prendre des nouvelles, elle ne s'attend pas forcément à tout un tas de choses. Comme elle est aveugle de ces choses-là, en fait, elle ne s'attend pas non plus à les recevoir. Donc il n'y a pas pour elle forcément d'anormalité à ne pas les recevoir. Faut bien comprendre ça. Donc il n'y a pas pour elle d'anormalité à ne pas les donner, il n'y a pas pour elle d'anormalité à ne pas les recevoir, puisque dans son référentiel, ça, tout simplement, ça n'existe pas. Par contre, une fois qu'elle commence à les apprendre, elle se rend bien compte que si on ne l'appelle pas, si on ne lui souhaite pas son anniversaire, etc., elle est capable d'analyser quand même que, vu du référentiel des personnes qui l'entourent, cette absence des codes sociaux vis-à-vis d'elle peut avoir une signification. Donc les choses sont quand même très subtiles, et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas juger vraiment ces façons d'être. Au contraire, on pourrait inverser les choses et se dire que on pourrait les voir de façon beaucoup plus positive, constructive, se dire que chez une personne autiste, la présence de codes sociaux en fait est quelque chose de très positif et qu'il faut apprendre à les apprécier et les percevoir comme étant quelque chose qui est le fruit d'un apprentissage et qui est le fruit d'une progression vers la capacité à assimiler le référentiel, on va dire majoritaire des personnes neurotypiques, et une volonté en fait d'essayer de s'y adapter et de s'y insérer. Donc une fois encore, j'insiste, il n'y a pas d'affectif là-dedans. Il ne faut pas juger cette façon d'être selon des critères affectifs ou de qualité de la relation ou d'intention de la personne autiste.
On est juste en présence de deux référentiels qui sont différents et qui doivent cohabiter. Et il est toujours très périlleux dans ce cas-là de juger, en fait, d'évaluer, de juger, de porter une opinion sur une personne, sur la façon d'une personne en fait qui appartient à l'autre référentiel et de le faire vis-à-vis de son propre référentiel à soi. Ça, c'est vraiment le plus gros piège dans lequel on peut tomber et c'est vraiment ce qui peut conduire à des situations extrêmement désagréables pour les uns et pour les autres. Donc je vous encourage à surtout bien assimiler cela, bien prendre conscience de ça, à l'admettre en tout cas, et puis à en tenir compte dans la façon dont vous percevez en fait désormais une personne porteuse de troubles du spectre autistique dans sa façon d'être, qui peut vous paraître, on va dire, inhabituelle par rapport à ce que vous auriez l'habitude de rencontrer. Je vous remercie à nouveau de regarder ces vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis je vous souhaite à bientôt pour d'autres sujets, au sujet des troubles du spectre autistique et notamment de l'autisme Asperger que je connais plus particulièrement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.